Et Yves Tréhard nous a rejoint. Bonjour Yves. Bonjour Oriane. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Vous serez avec nous tous les lundis. Eh bien écoutez, avec grand plaisir. On ne change pas les bonnes habitudes. Et Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Oriane. On est également ravis de vous retrouver. Vous serez également très régulièrement avec nous pendant cette saison, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Alors on a vu cette première interview de Sébastien Lecornu, les réactions des oppositions, on va y venir. Est-ce qu'il a réussi ses premiers pas, ses premiers jours à Matignon, Sébastien? Vous savez, c'est compliqué parce que évidemment il montre un visage qui est très différent de ses deux prédécesseurs. Ses deux prédécesseurs, et notamment François Bayrou, avaient beaucoup puisé des médias tout de suite et était parti à la conquête, je dirais, de l'opinion. On sent que là, c'est différent. Sébastien Lecornu, il cherche d'abord à parler à ses interlocuteurs politiques, syndicaux, aussi à l'opinion, donnant quelques signes. Il est beaucoup plus discret, donc. Est-ce que ça sera plus efficace? Est-ce que ça sera le moyen de faire travailler ensemble des gens qui s'aiment pas beaucoup, il faut dire la vérité, qui n'ont pas tout à fait les mêmes opinions? C'est le but. Donc il arrive en plus dans un climat social qui est assez chargé. Il y a eu la manifestation, le Bloquons tout de jeudi dernier. Il y a maintenant deux rendez-vous sociaux qui se présentent le 18 et 25 septembre. Je veux dire, il est sur un chemin qui est un chemin étroit. On a parlé d'un trou de fourmi. Le trou de fourmi, il faut qu'il le trouve. Et Frédéric, vous avez déjà testé la popularité de Sébastien Lecornu. Bon, il part pas de très haut. Oui, c'est le baromètre JDD qui est le plus ancien de la Ve République. On peut le comparer même jusqu'à Michel Debré en 1958. Alors, c'est vrai qu'il fait un peu mieux que François Bayrou en janvier 2025. Il a une cote de popularité appréciable, 38%, mais bien sûr, pas d'état de grâce, pas d'attente particulière. Mais je suis frappé de voir, et je partage ce que Yves Tréhard a dit, il n'a pas raté ses débuts. La PQR, c'est un bon point. Retirer les 2 jours fériés, c'est un bon point. Parler du sujet qui intéresse le plus les Français avec l'insécurité, la santé, l'accès aux soins, ça ne peut pas ne pas intéresser. C'était son premier déplacement samedi. Oui, c'était à Mâcon. En Saône-et-Loire sur cette question de la santé. Tout à fait. Et c'est vrai que il est fin politique. Les Français, dans l'enquête qualitative qui suit ce baromètre JDD, qui permet de faire parler ce 38% qui ne veut pas dire grand-chose, trouvent qu'il est expérimenté. Il y a l'acte lourd des 3 ans passés au ministère des Armées, une certaine sobriété, quelqu'un qui apparaît simple, proche d'eux, qui incarne une forme de renouvellement, mais il y a une sorte de péché originel qui va devoir, si je puis dire, retourner. C'est le proche de Macron. C'est Macron Midas qui transforme en plomb, si je puis dire, tout ce qui touche. C'est-à-dire que, un peu comme le Laurent Fabius de 84, rappelez-vous le titre de Libération, François Mitterrand se nomme à l'hôtel à Matignon quand il avait nommé un très très proche, il va devoir créer des éléments de distinction parce que, effectivement, l'émetteur Macron est très abîmé chez les Français, mais je trouve que... On va juste voir la cote de popularité de Macron, hein, vous l'avez testé également. 19%, c'est son moins bon score depuis 2017, depuis son arrivée. Frédéric Dabi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut noter. Je trouve que cette association Macron-Lecornu, elle est un peu rapide et elle est pas très fondée. Oui. Pourquoi? C'est le discours des Français. Hein. Oui, mais justement, il a de quoi le retourner. Oui, mais les Français ne connaissent pas Sébastien Lecornu. Et Lecornu, c'est l'anti-Macron, justement. Lecornu, c'est quoi? Moi, je le connais depuis très longtemps. C'est pas un type qui sort d'une grande école. Il n'a jamais fait l'ENA, il n'a jamais fait Polytechnique, il n'a pas fait HEC, il n'a pas fait tout ça, contrairement à tous les autres. C'est pas un type d'appareil. Il n'a pas... il n'a pas un gros réseau politique. Il a un réseau politique, justement. Mais contrairement à... C'est pas un type de la haute administration. C'est un type qui a commencé comme militant, qui est devenu... Moi, je l'ai connu maire de Vernon. Il avait 27 ans. C'est quelqu'un qui va, pardonnez-moi l'expression, au cul des vaches. C'est l'anti-Macron. Et c'est un élu local, ce n'est pas du tout Emmanuel Macron. C'est l'anti-Macron. Et donc c'est pour ça que de l'associer à Macron, c'est un peu bizarre. Mais attendez. Et puis il est malin. Il est malin. C'est-à-dire que il est rusé. Hein. C'est quelqu'un qui flattera facilement celui qui doit lui donner les ordres. Non mais attendez, on est d'accord. Moi je vous restitue le discours des Français, mais effectivement, à travers ce parcours très original, quelqu'un qui était le plus jeune attaché parlementaire de l'Assemblée nationale, un élu local qui en 2014 a participé à la vague bleue, quelqu'un qui a dit non à François Fillon, sa proximité avec Gérald Darmanin et Édouard Philippe, il a de quoi effectivement créer des éléments d'adhésion, mais aujourd'hui, les Français, beaucoup de Français disent
Emmanuel Macron n'a pas écouté les résultats du 7 juillet en nommant des gens proches de lui. Mais effectivement... Donc ça va être son premier défi vis-à-vis des Français, montrer qu'il n'est pas l'homme d'Emmanuel Macron. Il a un défi vis-à-vis des Français, c'est celui-là, et s'inscrire comme un anti-Bayrou. Il ne faut pas sous-estimer à quel point François Bayrou est sorti sous les huées de l'opinion publique, qui n'a pas apprécié son interminable tournée des adieux, son seppuku harakiri politique, ce suicide en direct qui était en décalage avec l'intérêt général et ce qu'attendent les Français. Et son deuxième défi, il n'est pas par rapport à l'opinion, il est par rapport au système parlementaire. Essayez d'éviter une censure dans quelques semaines, et c'est là qu'il y a une ligne de crête extrêmement compliquée, sachant qu'il a un seul objectif, comme Marine Le Pen ne lui fera aucun cadeau, c'est le PS, le PS, le PS. Et justement, on va parler du PS, puisque vous le disiez, Frédéric, l'un des enjeux pour Sébastien Lecornu, c'est de trouver un compromis avec le Parti socialiste. Alors, on va écouter ce qu'en disait ce matin Olivier Faure, le patron du PS. Il était l'invité de France 2. Moi, je suis favorable à l'idée qu'effectivement, chacun comprenne que dans ce Parlement, il n'y a pas de majorité absolue, ni pour la droite, ni pour la gauche. Et donc, ça suppose à un moment... ça ne sera pas mon budget. Ça suppose à un moment que chacun comprenne que ce ne sera le budget de personne, ce sera le budget qui sera discuté au Parlement et qui permettra à un moment de trouver ce qui peut permettre de faire accord entre nous, si accord il y a. On entend Olivier Faure. Est-ce que la porte est entrouverte pour un accord avec les socialistes ? Oui, bien sûr, elle est, à mon avis, elle est entrouverte, mais ils vont quand même se vendre très cher. Hein. Alors, il y a une chose qu'il faut faire aussi, c'est additionner les voix. Je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi, mais si on additionne toutes les voix du bloc central, des LR, du PS, on arrive à 266. Oui, c'est ça, on est près de la majorité. Eh bien, on n'est pas à la majorité. On n'y est pas. Ah, mais... Ça veut dire que le destin de ce Premier ministre et du gouvernement, s'il arrive, qui va suivre, il est entre les mains du Rassemblement national. Et on connaît la détermination du Rassemblement national. Et on sait que le Rassemblement national, vous avez donné un extrait de Mme Le Pen tout à l'heure, veut retourner aux urnes. Donc voilà, c'est très clair. Alors, une fois qu'il a eu qu'il a consolidé les LR, son bloc central, et qu'il a réussi à accrocher le PS, pour pas qu'il vote la censure, il n'est pas sorti de l'auberge. Il n'est pas sorti de l'auberge. Et hier, dans son entretien à la presse régionale, il dit pas d'accord avec le Rassemblement national, mais on va discuter. Non, mais ce qu'il veut, c'est ce qu'il essaye de faire, c'est de ne pas fâcher le Rassemblement national, comme avait pu le faire François Bayrou. Alors là, je ne sais pas comment il peut s'y prendre, parce que ça me paraît très compliqué, très très compliqué. Et il faut qu'il sorte sur le front régalien. Il faut qu'ils sortent des idées, à mon avis, ou quelques propositions qui seront de nature aussi à consolider l'arrimage des LR. Oui, mais ce que dit Yves Tréhard est très juste. On en revient au 7 juillet 2024, au résultat du second tour des élections législatives, de cette chambre non pas introuvable, parce que c'est un terme historique connoté, mais ingouvernable. Quand on se met loin du rapport de force, on a 3 blocs qui sont à peu près équivalents. Alors c'est vrai, vous avez donné cette arithmétique qui devra aussi convaincre des liottes. Espérer une censure des députés communistes, c'est quand même pas évident pour pouvoir trouver une non-censure. Une non-censure, merci, pour essayer de trouver ce trou de souris, ce trou de fourmi. C'est vrai que l'idée de jouer l'opinion. Dès le début, François Bayrou a été impopulaire. L'affaire de Pau, Bétaram qui lui a empoisonné ses 9 mois. Alors il y a eu le vote du budget qui lui a permis de sortir un peu la tête de l'eau. C'est vrai que Sébastien Lecornu peut utiliser la carte de l'opinion publique s'il y arrive, si les sondages progressent, pour pouvoir jouer l'opinion sur le mode les Français veulent de la stabilité. Les Français sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, les Français ? Est-ce qu'ils souhaitent que maintenant que Sébastien Lecornu est nommé, il reste, il construise un budget, il construise un gouvernement, ou est-ce qu'ils se disent non, il est trop proche de Macron, c'est pas ça ? C'est la bonne question. 1, ils sont en position d'attentisme, il va lui laisser sa chance. 2, c'est vrai qu'il y a une sorte de fatigue face à cette éclipse du politique, face à ce politique qui dysfonctionne, qui ne joue plus son rôle, l'inaction des précédents gouvernements. Mais 3, on l'a vu dans des enquêtes IFOP pour vos confrères de LCI, pour beaucoup de Français, pour une majorité d'entre eux, pour une écrasante majorité de sympathisants LFI et RN, pour trancher le nœud gordien de cette crise, retournons aux urnes. Donc il y a cette ligne de crête par rapport auquel l'opinion se tient, et c'est
résultat de Sébastien Lecornu de faire pencher vers l'idée « je suis l'homme stable qui va permettre de finir le quinquennat, si je puis dire, tranquillement », parce qu'il y a aussi une autre dimension. Les Français ne veulent pas de présidentielle anticipée. Ils veulent un vrai débat présidentiel, quand bien même, je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron est très impopulaire. Alors justement, vous parlez d'une présidentielle anticipée. Il y a la question d'une destitution d'Emmanuel Macron qui se pose, notamment par une partie de la gauche. On va écouter ce qu'en disait hier la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, invitée du grand jury Public Sénat Le Figaro. Et on va l'écouter dans quelques instants. Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. Yves, on va en parler. Et Marine Tondelier, hier, elle disait que si elle avait été parlementaire... Ah ben on va l'écouter, allez-y. Je ne vous dis pas que cette destitution, elle va aboutir demain. Je vous dis que c'est une possibilité qu'ont les parlementaires de signer une motion de destitution. Je l'aurais signée parce qu'on ne peut pas se laisser comme ça marcher dessus par un président de la République qui a décidé de n'en faire qu'à sa tête, de ne plus écouter ni les parlementaires, ni les Français. Est-ce que c'est un risque pour Emmanuel Macron? Est-ce que l'échec de Sébastien Lecornu, c'est la fin d'Emmanuel Macron? Non, mais attendez, il y a deux choses. Il y a Emmanuel Macron est exposé, très exposé, effectivement, à la pression populaire, à la pression de l'opinion publique, à la pression générale. Il est exposé. Et face à cette pression, est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il pourrait éventuellement démissionner? Ça, c'est une chose. Et puis, vous avez une deuxième chose qui est la destitution, qui est un acte juridique qui est, au titre de l'article 68 de la Constitution, si je me souviens bien, eh bien, vous votez une motion de destitution. Mais la motion de destitution, elle correspond à des critères précis. Il faut qu'il ait manqué à ses devoirs de Premier ministre, de Président de la République. Et ça, c'est assez vaste, si vous voulez. Et sauf à faire en sorte qu'il ait livré des secrets d'État à Vladimir Poutine ou à Donald Trump, je vois pas très bien comment on pourrait faire aboutir une procédure de destitution. Et puis, si j'ai bien compris, il y a aussi une grande majorité de députés dans l'hémicycle qui ne sont pas du tout favorables à voter ce genre de... Il y en a 104 qui ont signé. Oui, bah, d'accord, mais bon, on est loin du compte quand même. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a... est-ce qu'il pourrait être amené à démissionner? Bon, c'est une question qui se pose, effectivement. Et c'est sûr que si Sébastien Lecornu échoue, se posera la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, ça c'est évident, et si le résultat de la dissolution, enfin de l'élection législative qui suit, c'est d'avoir une chambre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'on a aujourd'hui, ça posera la question évidemment de sa démission. Que veulent les Français là-dessus? Les Français, je le disais, veulent une vraie présidentielle. Le drame pour le pays, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie campagne en 2022. Elle a été phagocytée par le Covid, percutée par la guerre en Ukraine. Il n'y a pas eu de vraie campagne en 2024 parce qu'il y a eu 3 semaines de campagne au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale. Spontanément, je suis frappé de voir que les Français ne demandent pas la démission d'Emmanuel Macron. Ils demandaient le départ spontanément de François Bayrou pour toutes les raisons dont on vient de parler, mais veulent qu'Emmanuel Macron finisse son mandat. Il a quand même l'atout international. N'oublions pas qu'on est dans un moment où l'opinion publique s'intéresse de plus en plus à ces sujets et l'instabilité qui suivrait une démission, une campagne présidentielle anticipée, les Français n'en veulent pas. Mais effectivement, au-delà de ça, on a un président extrêmement abîmé. D'ailleurs, François Bayrou lui a fait un drôle de cadeau, si je puis dire. Quand on fait parler spontanément les Français sur Emmanuel Macron, il cite la dette et le premier responsable de la dette, de la ruine, entre guillemets, du pays, c'est Emmanuel Macron. Maintenant, Marine Tondelier se met dans la roue de LFI. C'est peut-être pas très bien joué à quelques mois des élections municipales où les Verts, les écologistes ont beaucoup de villes à sauver. Et pour certaines, je pense à Strasbourg, c'est extrêmement compliqué. Est-ce qu'il peut, quand on entend les oppositions depuis 2-3 jours, Yves, trouver cet accord de non-censure, Sébastien Lecornu? Avec la gauche, avec éventuellement le RN. On va écouter Avec le RN, ça me paraît compliqué. On va écouter Jean-Philippe Tanguy juste avant de vous faire réagir. Jean-Philippe Tanguy qui était ce matin. On va l'écouter.
qu'ils prennent. Bayrou, c'est Le Cornu c'est Bayrou, c'est pareil, c'est les mêmes? C'est Macron. Tout ça, c'est Macron. Vous êtes déjà passé à l'après, non? J'ai écouté Marine Le Pen et Jordan Bardella hier à Bordeaux. Vous jouez déjà le coup d'après. Sébastien Lecornu, vous n'avez pas envie de lui parler, vous n'avez pas envie de l'aider aujourd'hui, si? Mais c'est pas Lecornu, mais je pense que les Français ont compris. On voit bien que les critiques se portent beaucoup sur Monsieur Lecornu. Nos militants ce week-end, d'ailleurs, eux-mêmes, spontanément appelés à la démission d'Emmanuel Macron au-delà de la dissolution. Parce qu'en fait, tout le monde a compris que M. Macron est en train de griller certaines personnes qui lui sont proches, qui sont sans doute sympathiques, pour son propre agenda. Oui, vous me posiez la question de savoir un accord de non-censure. Ça me paraît difficile, vous voyez, avec le Rassemblement national, qui me paraît bien mal disposé à accorder cet accord de non-censure. Cet accord de non-censure, on le disait, c'est que il cherche à l'obtenir de la part des socialistes. Alors, je ne sais pas si ça peut prendre la forme d'un accord écrit très solennel. J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y travaille. Aujourd'hui, je crois que l'énergie de Sébastien Lecornu, c'est à la fois de faire en sorte qu'il ne perde pas trop de voix de la droite, tout en accédant à certaines demandes de la gauche. Et c'est là où l'équilibre est précaire, quand même. C'est très, très compliqué, parce que si on a bien compris le discours de la droite, et d'ailleurs elle a raison de ce point de vue, parce qu'elle est fidèle, elle serait fidèle à son corpus idéologique, et des patrons, parce que les patrons sont dans la danse maintenant, c'est qu'il ne faut pas du tout d'augmentation de la fiscalité. Or, ça passe vraisemblablement par un bouger, comme on dit aujourd'hui, de ce point de vue, pour essayer de calmer le Parti socialiste. Il est là le problème. Ça, c'est un problème majeur. Et d'autant que Sébastien Lecornu arrive à Matignon, on vous le disait, dans un contexte social compliqué, mobilisation syndicale annoncée jeudi, mobilisation des agriculteurs vendredi prochain. Et justement, on va écouter les syndicats. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, elle était ce matin sur TF1. Je vais lui dire que s'il ne veut pas rejoindre le cimetière des premiers ministres qui est déjà bien rempli, il faut qu'il pose des actes de rupture immédiats. Et ça commence par l'abrogation de la réforme des retraites, cette blessure démocratique et sociale. Il faut qu'il enterre le budget Bayrou définitivement. Il faut qu'il débloque de l'argent pour nos services publics qui n'en peuvent plus. Il faut qu'il prenne des mesures pour augmenter les salaires et les pensions. Et puis je vais aussi lui remettre la liste des plans de licenciement. Nous en sommes à quasiment 450 plans de licenciement en un an, c'est une catastrophe. Je vais lui demander de prendre des mesures immédiates, un moratoire sur les licenciements. Voilà, Sébastien Lecornu, alors, qui a choisi de recevoir les syndicats avant même de recevoir les oppositions. Est-ce qu'il peut répondre aux demandes de Sophie Binet? Et est-ce que c'est ce que les Français attendent, Frédéric? Déjà, répondre à des licenciements, ça montre une comme méconnaissance de ce qu'est la réalité sociale du pays. Ce n'est pas les dirigeants politiques qui mettent en place des plans de sauvegarde de l'emploi ou des plans de licenciement. On est en plus dans un moment où l'opinion publique est nettement plus bienveillante vis-à-vis des entreprises que par le passé. L'équation qu'on avait vue en 2012 au moment du choc fiscal de François Hollande, c'est-à-dire les Français qui disaient les entreprises peuvent payer, c'est nettement moins le cas. Maintenant, il y a une prise de conscience qu'il ne faut pas toucher à l'appareil de production. Maintenant, Sébastien Lecornu veut montrer qu'il est un homme de dialogue, il va recevoir les oppositions, il reçoit en parallèle les organisations syndicales. Dans un contexte, effectivement, il y avait une enquête IFOP pour l'humanité qu'on a appelée les raisons de la colère il y a quelques jours, en prélude de la fête de l'UMA, qui montre une opinion publique qui est révoltée plus que résignée. Une opinion publique qui, quand on nous fait parler de la situation économique et sociale de la France, il y a moins de 8% des gens qui la trouvent satisfaisante ou qu'elle susciterait une certaine fierté. Et effectivement, il faut répondre à des inquiétudes et des colères des Français sur les services publics, notamment la santé et l'éducation, sur le travail qui paye mal. C'est ça qui a été au cœur, qui a été le carburant du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, il faut le dire, cette fameuse taxe Zuckman, l'idée qu'il faut ponctionner, taxer les plus hauts patrimoines, c'est absolument majoritaire. C'est du 90-95%. Donc ça va au-delà du simple peuple de gauche, parce que pour les Français,
il y a l'idée que les efforts sont prêts à être faits, mais il faut une réciprocité et il faut une juste répartition. C'est ça qui a été le plus fortement critiqué au moment du plan de François Bayrou. Et ces mobilisations sociales, c'est une épine de plus dans le pied de Sébastien Lecornu ? Oui, elle était pas, c'était pas inattendu. Ça passe souvent par là. Il y a une pression. Alors la mobilisation sociale telle qu'elle se présente le 18 septembre, elle est, je dirais qu'elle est assez classique. Et peut-être qu'elle est moins à redouter pour un gouvernement qu'une mobilisation comme celle du 10 septembre. Et puis on ne sait jamais trop d'où ça sort, qui est derrière. Alors là, on le sait un peu mieux, parce qu'on sait que c'était quand même beaucoup la gauche radicale qui était à la manœuvre, et qui avait essayé de fédérer le mouvement. Mais vous voyez, des mouvements comme ça, qui sortent de la société civile, type Gilets jaunes, on ne sait jamais jusqu'où ça va, on ne connaît pas les revendications exactes, c'est assez diffus. Et ça, c'est pour un pouvoir, à mon avis, pour des autorités, c'est assez dangereux. En revanche, une mobilisation syndicale comme celle de jeudi prochain ou celle des agriculteurs la semaine suivante, bon, c'est assez cadré, comme vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Mais est-ce que le fait qu'ils reçoivent d'abord les organisations syndicales, ça marque déjà une rupture, puisqu'il a employé... Mais oui, mais bien sûr, ça. Ben oui, parce que ce sont eux qui sont au cœur de la vie sociale, de la vie économique, qui sont proches des Français, précisément. Donc, il y a aussi, et il en est conscient, le Premier ministre, c'est le dossier central là-dessus, c'est aussi les retraites. Et donc, les retraites, vous avez vu, le discours n'a pas beaucoup évolué pour ceux qui sont hostiles à cette réforme. Oui, et puis lui, dans la presse régionale, dit je ne vais pas rouvrir le conclave, et grosso modo, c'est un sujet de la présidentielle. Quoi. Oui, mais ça sera, il va sans doute aborder le dialogue social de façon différente, justement. La réforme des retraites, c'est attendu ? Ça reste un point de fixation majeur. Dans l'enquête IFOP Humanité, on a de mémoire 62% des Français qui souhaitent qu'on abandonne la retraite à 64 ans. C'est un sujet aussi qui va être discuté lors de la prochaine élection présidentielle. Mais il faut comprendre l'opinion publique par rapport au sujet des retraites. Il y a une logique d'RDR qui agace prodigieusement les Français. À chaque réforme, on leur dit c'est la dernière réforme pour sauver le système, et puis ils entendent que certains parlent de la retraite à 65 ans, à 67 ans, qu'il faut encore refinancer le système des retraites. Ça crée une vraie frustration dans un contexte. Et là aussi, c'était une erreur de François Bayrou. Les Français soutiennent massivement les retraités. Ils ne font pas une distinction retraités, soi-disant riches, retraités modestes, puisque la retraite, c'est aussi dans leur imaginaire un nouveau cap, une nouvelle vie dont ils voudraient peut-être un jour bénéficier. Merci à tous les deux. Merci. Et désormais, on va terminer cette émission par l'histoire du jour. Et l'histoire du jour, elle nous emmène à Wattrelos. C'est à côté de Roubaix. Frédéric Yves, est-ce que vous savez ce que sont les berloufs ? Non. Alors, ça signifie guenilles, chiffon en ch'ti, et par extension, ce sont des petites poupées en chiffon qui sont jetées dans la foule. C'est une véritable tradition dans le Nord. Et une semaine après la braderie de Lille, c'était hier qu'avait lieu l'édition des berloufs. Le matin, c'est un très grand vide-grenier avec 2300 stands. Et puis l'après-midi, comme vous le voyez sur cette une de Nord Éclair, il y a un lancer de poupées et ils sont nombreux à lutter pour les récupérer. Cette fête, elle attire près d'1 demi-million de personnes. Oh. Et pas seulement des ch'tis, il y a des gens qui viennent de Perpignan pour récupérer les berloufs. C'est donc, je vous le disais, une véritable tradition, comme le lancer de hareng à Dunkerque, la ville voisine. On va dire que les poupées, c'est moins salissant et moins odorant. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première émission de la saison. On se retrouve évidemment avec grand plaisir demain. Très bonne journée sur Public Sénat.